de vertu sociale dans l'Afrique du Nord depuis que la France a fait sa conquête. À la Chambre des députés, il n'y aura guère que le républicain Georges Clemenceau pour oser contester cette thèse d'une hiérarchie entre les races et répondre à Ferry. Depuis que j'ai vu en 1870 des savants allemands démontrer scientifiquement que la France devait être vaincue parce que le français est d'une race inférieure à l'allemand, j'y regarde à deux fois avant de me retourner vers un homme et de le qualifier d'inférieur. Mais la France, qui rêve d'avancées technologiques et de modernité en cette fin du 19e siècle, n'entendra pas Clemenceau. Et la gauche préfère se rallier à l'idée d'une colonisation civilisatrice, fidèle à la philosophie des Lumières. Une colonisation qui, au nom du progrès humain, ne doit pas connaître de limites. À l'image de ce que défend au même moment Victor Hugo, le grand écrivain qui, dans un discours si typique de l'époque, apporte avec vigueur son soutien au projet colonial de la France. Dieu offre l'Afrique à l'Europe. Prenez-la. Prenez-la non pour le canon, mais pour la charrue. Non pour le sabre, mais pour le commerce. Non pour la bataille, mais pour l'industrie. Non pour la conquête, mais pour la fraternité. Allez, faites. Faites des routes, faites des ports, faites des villes. Croissez, cultivez, colonisez, multipliez. Jules Ferry va dépasser les espérances de Victor Hugo. D'autant qu'il ne compte pas perdre un instant, car la Grande-Bretagne a déjà pris une longueur d'avance, se déployant de l'Inde à l'Afrique du Sud. Si la France ne veut pas être distancée, elle doit lancer des expéditions sur tous les continents et d'abord porter son regard au-delà du Sahara, vers l'immense Afrique noire. Ferry envoie un jeune officier, Pierre Savorgnan de Brazza, à la découverte de la mystérieuse Afrique équatoriale, là où aucun Européen ne s'est encore aventuré. L'officier de marine à l'âme d'explorateur veut être un des premiers à atteindre le fleuve Congo au sud de l'équateur. Depuis le petit comptoir français de Libreville au Gabon, Pierre Savorgnan de Brazza remonte le fleuve Ogooué et fonde une nouvelle station qu'il appelle Franceville. Puis, il part à la recherche du mythique fleuve Congo dont on ignore l'emplacement exact. Les derniers kilomètres seront les plus difficiles, comme il le racontera. Nous avons laissé notre radeau pour marcher sur un plateau inhabité. Brûlé par le soleil, plusieurs fois égaré, je me croyais perdu. À 11 heures du soir, après une dernière marche forcée, notre vue s'étendit tout à coup sur une immense nappe d'eau dont l'éclat argenté allait se fondre à l'ombre de hautes montagnes. Le Congo, le mystérieux fleuve, coulait majestueusement à nos pieds. C'était là un de ces spectacles qui imposent aux voyageurs un silence religieux. Dans ce silence, mon cœur de Français battait plus fort, car je savais qu'ici allait se décider le sort de ma mission. Brazza est un idéaliste et pacifiste qui refuse de faire usage de la force. Il séduit le roi des Batékés, Makoko Ier, et lui propose un accord. Le roi, sans forcément mesurer les conséquences de sa signature, accepte le traité qui fait de son territoire le long du fleuve Congo un protectorat français dont la capitale sera Brazzaville.
Le succès de la France au Congo crée de fortes tensions entre puissances européennes. Il devient impératif de s'entendre si chacun veut avoir sa part du continent noir. Alors, à Berlin en 1885, Anglais, Français, Belges et Allemands s'accordent sur les conditions de ce futur dépeçage de l'Afrique. Chacun pourra se lancer à l'assaut de nouveaux territoires à la condition de se mettre d'accord entre Européens sur les frontières départageant les possessions des uns et des autres. Cet accord de Berlin est comme le signal qu'attendait l'armée française pour s'élancer en Afrique sur plusieurs fronts, au départ des comptoirs français de Saint-Louis et de Dakar, au Sénégal. Des campagnes militaires d'ampleur qui exigent un grand nombre de soldats, et donc un recrutement local de forces supplémentaires. Comme elle le fera dans tout l'Empire, la France s'appuie ici sur les oppositions tribales ou religieuses pour attirer des volontaires. Grâce à une solde conséquente et à un statut protecteur, les tirailleurs sénégalais sont désormais plusieurs milliers. Ces soldats vont devenir l'armée coloniale la plus entraînée et la plus utilisée par la République pour mener sa conquête du continent. Et cette conquête va être sanglante. Car l'Afrique, loin d'être un terrain vierge de civilisation comme on veut se le faire croire à Paris, est structurée depuis des siècles par de nombreux royaumes et de grands empires nomades. Le premier adversaire à se lever sur le chemin des Français est le roi Béhanzin du Dahomey, futur État du Bénin. Béhanzin, présenté dans la presse parisienne comme un roitelet sanguinaire et esclavagiste, a surtout osé refuser le protectorat qu'on lui proposait. À plusieurs reprises, le roi du Dahomey interpelle le président de la République. Dieu a créé le noir et le blanc. Chacun pour habiter la terre qui lui a été désignée. Le blanc s'occupe de commerce et le noir accepte de faire le commerce avec le blanc. Mais les rois du Dahomey n'ont jamais donné leur territoire. Ils ne le peuvent pas, c'est impossible. Et jamais nous ne céderons. De violents combats opposent les Français aux Amazones de Béhanzin. 5000 combattantes particulièrement entraînées, mais qui seront écrasées par les troupes coloniales. Béhanzin, comme l'Algérien Abdelkader avant lui, sera exilé loin de son Afrique natale, sur l'île de la Martinique. L'armée française progresse maintenant au nord du Dahomey. Mais la résistance va être d'une toute autre ampleur lorsque les officiers coloniaux vont affronter Samori Touré, chef guerrier mandingue régnant sur plus de 400 000 km². Un vaste empire nomade, unifié par l'islam, qui s'étendait de la Guinée actuelle à la Côte d'Ivoire et jusqu'au Burkina Faso. Pendant 15 ans, Samori Touré va se battre contre les Français. Mais malgré ses 30 000 hommes, Samori résistera difficilement à la puissance de feu française. Obligé de se replier, il est capturé en 1898. On le voit sur cette photographie écouter la sentence qui le condamne à l'exil sur une île du Gabon, où les conditions de détention seront telles qu'il mourra rapidement d'une pneumonie. Avec la chute de Béhanzin, puis de Samori Touré, et bientôt celle d'Amadou le Tout-Couleur au Mali, c'en est terminé au tournant du XXe siècle des empires africains qui ont résisté tant qu'ils le pouvaient, avant finalement d'être tous balayés.
En quelques décennies, les puissances européennes ont réussi leur mainmise sur le continent africain. L'Allemagne défend ses possessions de Namibie au sud, du Rwanda et de la Tanzanie à l'est, du Cameroun et du Togo à l'ouest. Le Portugal tente de préserver ses colonies d'Angola et du Mozambique. Les Anglais, eux, rêvent de faire la jonction entre le Caire au nord et le Cap tout au sud, grâce à leurs colonies du Kenya et d'Ouganda. Quant aux Français, ils sont enfin parvenus à réunifier autour du lac Tchad toutes leurs possessions africaines, depuis l'Algérie au nord, les comptoirs du Sénégal à l'ouest, jusqu'à Brazzaville, en Afrique équatoriale. Le domaine africain de la France est donc devenu particulièrement vaste. Les militaires français ne sont que quelques milliers pour plus de 10 millions d'habitants. Ils tentent de se déployer sur ce territoire grand comme l'Europe, construisant ici et là de petits